Bonjour à tous. Je voulais remercier aussi les organisateurs pour l'invitation et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous, ici les critères de retour au sport et à la performance et pouvoir avoir cette vraie discussion. Vous verrez qu'au niveau de l'épaule, tout n'est pas aussi simple qu'au niveau, du genou ou au niveau de la cheville, par exemple et Antoine aura déjà pu, introduire, certains paramètres, certaines choses dont on va reparler, par après, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ici, quand on parle d'épaule, quand on parle de l'instabilité d'épaule et même de pathologie d'épaule de façon générale, l'épaule c'est très complexe puisqu'on a une multitude de mouvements qui sont mis en œuvre dans différents sports. Et donc quand on regarde ici cette instabilité, cette luxation, subluxation au niveau du tennis, qui est survenu d'ailleurs il y a quelques mois, ça va être complètement différent d'un mécanisme ici comme une chute en cyclisme où on peut avoir le même type de pathologie, mais dans un contexte qui est complètement différent. Et si je prends encore un autre contexte ici au niveau du rugby, on imagine que le type de lésion, de nouveau, peut être relativement similaire, mais le contexte dans lequel il apparaît et les contraintes fonctionnelles qui vont être nécessaires aussi pour pouvoir reprendre le sport et retourner à 100% de sa performance, elles vont être complètement différentes entre, premièrement, notre joueur de tennis, deuxièmement, notre cycliste et ici, notre joueur de rugby. Et c'est valable pour tous les sports, puisqu'on voit qu'on a vraiment pas mal de mécanismes. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était mouvement overhead avec des vitesses très importantes, des mouvements d'amplitude très, très importants, etc. Et puis alors, on a tous les aspects liés au traumatisme, au choc, aux chutes, etc., qui interviennent aussi. Et donc ça, c'est très, très variable d'un sport à l'autre. Et ça met l'épaule dans des contraintes complètement différentes, à la fois en chaîne ouverte, en chaîne fermée, et ainsi de suite. Et c'est finalement très difficile de parler d'instabilité d'épaule de façon générale, puisque de un, on a déjà différents types d'instabilité. On a l'instabilité antérieure, l'instabilité postérieure, on a une instabilité qui peut être multidirectionnelle, mais on a aussi finalement des mécanismes et des contraintes qui sont très, très différents d'un sport à l'autre. Alors, vous donner des guidelines parfaites, ça va être compliqué, mais en tout cas, on va essayer de voir sur quels paramètres il faut se focaliser. Alors juste pour parler un petit peu d'incidence de façon générale, et ici on n'est pas uniquement sur de l'instabilité d'épaule, on sait que l'épaule est sollicitée dans pas mal de sports. Et si on prend ici donc des sports qui sont plutôt dans des mécanismes de sursollicitation, de surutilisation, on voit que les blessures d'épaule, ça concerne près de 30% des joueurs de handball. Au niveau de la natation, comme le disait Antoine, on a énormément aussi de blessures qui concernent l'épaule. Chez les adolescents, on peut monter à 91% de lésions parfois sur une seule saison, avec parfois des phénomènes d'instabilité, mais pas toujours. Et au niveau du volleyball, on est sur donc 8 à 9% de lésions aiguës, mais 22 à 33% de lésions de sursollicitation, surutilisation. On a parlé également donc du cas au niveau du tennis, où on a énormément de blessures d'épaule aussi. Et puis, on parlait du rugby justement. Les blessures les plus fréquentes au niveau de l'épaule en rugby, c'est quoi? C'est les blessures au niveau de l'acromioclaviculaire, c'est les blessures au niveau de la coiffe des rotateurs et notamment les ruptures. Et puis, c'est tout ce qui est luxation antérieure au niveau de la gléno-humérale. On sait que quand on a une luxation, ça va occasionner un temps d'absence relativement important par rapport au terrain. Et puis, on va avoir déjà tout le phénomène lié, qui peut être socio-économique, qui peut être aussi mental par rapport aux conséquences que le joueur peut avoir. Mais il y a aussi un impact qui est très important sur la performance et des difficultés souvent à retrouver cette performance par après. Alors, on en a parlé juste avant, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on sait que fatalement, l'épaule instable qui est non opérée, il y a un taux de récurrence qui est extrêmement élevé par rapport à ici donc des chirurgies de stabilisation, et on vient juste d'en parler, donc la chirurgie de Bankart ou la chirurgie donc de la targée avec une butée, où on voit donc clairement une diminution du taux de récidive. Le retour au sport, c'est finalement un continuum qui paraît simple de base, mais qui est beaucoup plus compliqué en pratique. Et je pense que vous le vivez tous en cabinet. Donc, on passe par ces différentes étapes où à un moment, l'athlète va pouvoir reprendre son entraînement et puis il va pouvoir le reprendre à 100%. Et puis, on s'est souvent dit, il est retourné à son sport, il a repris la compétition, c'est bon.
Sauf que maintenant, on se rend compte que reprendre la compétition, c'est pas suffisant. Bon nombre d'athlètes, ils veulent retrouver la compétition au même niveau qu'avant. Et ça, c'est un challenge qui est encore plus important parce que il y a plein de paramètres à considérer et des paramètres qui sont pas toujours faciles à prendre en compte. Et ça nécessite vraiment une vue globale de l'athlète, des contraintes, du contexte dans lequel on évolue. Et c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. Quand on regarde la littérature, donc au niveau de l'épaule, pas de chance, il n'y a pas vraiment de guideline. Je ne peux pas vous dire il y a tel score, telle batterie de test qui a été validée, où on sait dire voilà, on va faire telle évaluation pour cet athlète-là. Si on est tout dans le vert, super, il va retrouver sa performance. Pas de chance, ça ne marche pas comme ça au niveau de l'épaule. Alors j'ai repris un peu ici les différents critères qui sont décrits dans la littérature, donc dans différents articles, avec certains qui sont plus ou moins discutables. Et donc, on a souvent parlé effectivement du laps de temps depuis la chirurgie. On se rend compte que finalement, ce paramètre-là, on le considère de moins en moins, mais dans les études plus anciennes, c'est vraiment le facteur qui ressortait beaucoup. On parle aussi de l'absence de symptômes, donc ça c'est quelque chose de relativement logique. On parle d'une bonne récupération du niveau de force. Souvent on admet 10% au maximum de différence par rapport au côté contralatéral. Idem par rapport à la mobilité, je vais détailler tout ça par après. Et puis on nous dit il faut récupérer une stabilité, un bon contrôle neuromusculaire et des bonnes qualités proprioceptives par rapport aux exigences du sport. Donc ça veut dire que les tests et même les qualités que vous allez devoir récupérer pour notre joueur de tennis vont être complètement différentes de celles du joueur de rugby. Il y a effectivement tout ce qui est test clinique avec les tests d'appréhension, etc. Et de nouveau, tout ce qui est radiographie de contrôle. Donc ça, c'est un peu ce qui est décrit de façon générale sans qu'on ait un vrai consensus en disant c'est telle batterie, c'est tel type de test, avec certains qui sont plus ou moins discutables. Si on se base de façon générale sur des modèles de retour au sport et qu'on ne considère pas uniquement finalement les aspects épaules, on voit que ce modèle il est plus compliqué que juste les facteurs que je viens de vous décrire ici. Et ça prend à la fois en compte les symptômes, les spécificités du patient, tout ce qui est signes cliniques, comme vous voyez ici donc à la première étape. Mais on voit que ça englobe pas mal de choses liées aussi à l'activité en elle-même. Et ça, c'est des choses peut-être qu'on ne considère pas toujours assez, avec donc, le niveau compétitif, les habilités dans certains tests spécifiques au sport, les tests fonctionnels, le type de sport, on en a parlé juste avant. Et puis, il y a la troisième partie qui est très intéressante aussi. Donc, c'est tout ce qui est... La tolérance par rapport à un certain risque, et donc c'est lié au timing de la saison, à la pression aussi qu'on peut avoir, donc de la part de l'athlète, mais aussi de l'entourage qui est autour, tout ce qui est lié à la charge d'entraînement, etc. Et ça, c'est des paramètres qui, je trouve, ne sont pas souvent assez mis en évidence dans les différents modèles qui sont décrits. Pour essayer de synthétiser et de pouvoir vous donner différentes catégories, différents items qui sont importants à évaluer, j'ai voulu me baser sur un consensus ici, donc, qui est parti d'une étude Delphi, donc, qui a rassemblé différents experts dans le domaine, qui a été développée donc, pour déterminer quels étaient les tests, les critères d'évaluation, à la fois au niveau membre supérieur et membre inférieur, pour évaluer la douleur. Vous allez me dire, on ne parle pas que de douleur ici. Pourquoi j'ai utilisé cet article ? Parce qu'il est très exhaustif et qu'en fait, il regroupe énormément de domaines qui vont aussi être utilisés pour nous ici dans le retour au sport. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Et je vais pouvoir détailler tous ces points par après, mais c'est un premier domaine qui est lié à tout ce qui est neurophysiologique, donc plutôt lié à la douleur. Un domaine plutôt biomécanique, où on aura notre évaluation de mobilité, tests fonctionnels, etc. Tout le domaine plutôt affectif sur les répercussions, finalement, affectif de la douleur, un domaine plutôt cognitif et un domaine plutôt socio-environnemental. Alors, si on arrive sur l'épaule, puisque là, j'étais plutôt sur mon consensus douleur, alors qu'est-ce que ça donne si je prends mon premier domaine neurophysiologique ?
Quels critères est-ce que je pourrais utiliser? C'est d'abord avoir des informations par rapport à la douleur. Est-ce qu'elle est toujours présente? Quelle est la qualité de cette douleur? Est-ce qu'elle est présente uniquement dans certains gestes spécifiques? D'où la nécessité, comme le disait Antoine, de pouvoir évaluer les gestes aussi qu'on va faire concrètement. Si vous faites juste la douleur au repos ou dans une activité qui n'est pas assez sollicitante, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? On est complètement dans des contraintes différentes, dans un contexte qui est différent. Il y a fatalement tout ce qui est test spécifique et ici, donc voilà, différents outils de mesure que vous pouvez utiliser, donc comme le VA, l'échelle numérique, qui sont très faciles à mettre en place. Au niveau biomécanique, je détaillerai certains points par après. Il y a fatalement tout ce qui est mobilité articulaire, comme on disait, tout ce qui est force. Attention de ne pas oublier, on parle de la force des rotateurs, mais il y a peut-être aussi la force des stabilisateurs de la scapula, qui est parfois oubliée. Il y a tout ce qui est analyse des gestes spécifiques au sport. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Tout ce qui est contrôle moteur, et je parle notamment de l'évaluation de la dyskinésie scapulaire. On sait que ça peut avoir un lien avec la récidive au niveau de certaines blessures ou la récidive de certaines douleurs. Tout ce qui est puissance, agilité, donc notamment avec les tests fonctionnels et la prise en compte de la charge d'entraînement. Si je passe à tout ce qui est domaine affectif, psychologique, c'est quoi? C'est finalement plus compliqué que juste se dire est-ce que la personne a une appréhension ou pas à retourner au sport. C'est évaluer quel est le stress lié à ce retour au sport, quelles sont les émotions liées à ce retour au sport. Est-ce que la personne a vraiment envie de retourner sur le terrain? Alors, on part toujours du postulat que la personne a envie de reprendre, qu'elle a envie de revenir à 100%, mais on peut parfois être étonné de certains sportifs où il y a une telle pression autour que finalement le projet de reprendre, ce n'est pas leur projet, c'est peut-être le projet de l'équipe. Et quand on a certains sportifs qui stagnent, qui ont difficile parfois de retrouver leur performance, on peut peut-être parfois se poser certaines questions. Il y a tout ce qui est kinésiophobie, la peur, l'évitement au niveau du mouvement. Tous ces facteurs, on peut les évaluer avec différents questionnaires. Il y a notamment le questionnaire CIRSI, j'en parlerai par après. Et puis, on sait que chaque blessure va avoir un impact. Pour certains athlètes, ça va être plutôt bien vécu. Ils vont réussir à se mettre dans la rééducation. Ils vont plutôt bien rebondir. Et puis, pour d'autres, ça va peut-être être l'initiateur de certains troubles au niveau santé mentale. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, avec différents questionnaires qui ont été développés, notamment par le CIO, comme le SMAT ou le SMERT. À côté de tout ça, il y a tout ce qui est socio-environnemental, donc il y a tout ce qui est finalement autour de l'athlète, son environnement. Donc le moment de la saison, est-ce qu'il y a la pression pour reprendre ou pas, la culture du sport dans laquelle on se trouve, et donc la croyance aussi, les différentes croyances liées au retour. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le calendrier, est-ce qu'on est prêt à enchaîner un certain championnat ou pas? Tout ce qui est relations interpersonnelles, est-ce que la relation avec la famille, avec le coach, avec les autres athlètes au sein de l'équipe, elle est bonne ou pas? Ça, c'est des facteurs très importants aussi. Et puis, on a tout ce qui est facteurs socio-culturels, socio-économiques. On n'a pas forcément le cas toujours dans nos pays, même si ça arrive. Mais dans certains pays, on sait que fatalement, les ressources, l'accès aux soins ne va pas toujours être le même. Ça va influencer le retour au sport, le retour à la performance. Et puis, il y a tout ce qui est style et qualité de vie. Alors, si j'aborde le volet force musculaire, mais Antoine a déjà commencé à aborder les choses. Donc, il y a fatalement deux aspects. Soit vous avez les moyens d'avoir accès à une machine isocinétique, et ça reste le gold standard. Et donc, on a différents ratios ici qui ont été décrits, qui sont bien sûr dépendants des positions. Donc ça, fatalement, c'est quelque chose à considérer aussi. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce genre d'outils, une évaluation isométrique est déjà un bon compromis et un bon début que pour pouvoir avoir une idée de ce que vous devez récupérer chez votre athlète, avec toujours cette nécessité soit de comparaison bilatérale, soit de pouvoir avoir des normes. Si vous avez pu voir l'athlète avant sa blessure, c'est toujours l'idéal. Alors, au niveau fonctionnel, il y a différents tests qui ont pu être décrits dans la littérature. Je vais voir si la vidéo fonctionne. Ouais, okay.
Donc, vous avez différents tests qui ont été décrits en chaîne ouverte. Je vous fais juste un petit aperçu, parce que je pourrais parler une vingtaine de minutes rien que de tests fonctionnels, mais comme ça, vous voyez un petit peu ce qui existe. On a parlé tout à l'heure de l'endurance. Ici, ça fait partie des tests d'endurance qui peuvent être effectués. Donc ici, le H-test, des évaluations isométriques dans différentes positions. J'en reparlerai juste par après. Le classique white balance test qui peut utiliser fatalement membre inférieur, membre supérieur. Test parfois un peu plus compliqué à réaliser, mais avec différentes variantes et qui peut être très intéressant dans certains sports spécifiques. Justement, on a des impacts. Voilà, donc un petit aperçu des différents tests et on pourrait en parler vraiment plus longuement. Donc, en fonction fatalement de si on est en chaîne ouverte, en chaîne fermée, ça va influencer aussi quel test vous allez choisir en fonction du type de sport. C'est une question aussi qu'on s'est posée il y a quelques années, donc avec un groupe d'experts, de se dire quel test pourrait être valable dans quel sport ou quel test a été validé, pas validé, pour lesquels on a des normes ou pas des normes. Et donc, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations par rapport à ça, on a publié là, il y a quelques années une Delphi Study donc, qui reprend en fait pas mal d'informations par rapport à ces tests. Et c'était basé sur un groupe d'experts qui étaient des chercheurs, des cliniciens dans le domaine de l'évaluation de l'épaule. Et donc, il y a notamment différentes batteries de tests qui ont été développées donc, par sport. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité des différentes évaluations. Par rapport au H-test, par exemple, donc il y a un test qui est assez bien utilisé. Fatalement, il a été décrit dans un premier temps avec une plateforme de force. On se doute que tout le monde n'a pas toujours accès à des plateformes de force non plus. Ici, il y a quelques années également, on a pu valider donc, l'évaluation avec un dynamomètre manuel. Et donc, ça veut dire que si vous avez la possibilité d'avoir un dynamomètre manuel au cabinet, vous pouvez tout à fait réaliser ce test. Et on a pu remarquer aussi qu'après une luxation d'épaule opérée, au moment où certains joueurs de rugby reprenaient le sport et recommençaient à faire des contacts, il y avait toujours pour une partie d'entre eux plus de 40% de force déficitaire par rapport au côté contralatéral mais par rapport aussi à un déficit aussi par rapport à avant la lésion. Donc, ce qui est vraiment important et qui montre l'intérêt de ce test dans le suivi. On se dit toujours, je vais faire mes tests, je vais faire mes évaluations, mais finalement, sur quoi est-ce que je me base pour me dire est-ce que la valeur est correcte ou est-ce qu'elle n'est pas correcte? Alors, si on a la chance d'avoir un suivi de certains athlètes, on peut se dire début de saison, on réalise une batterie de tests et on a des valeurs normatives qui peuvent être utilisées au cas où la personne se blesse. C'est pas toujours facile parce qu'il y a pas mal de sportifs, on les a au cabinet une fois qu'ils se blessent. Et donc là, c'est plus un challenge. On a pu publier ici donc récemment des normes dans 5 sports, donc à la fois au niveau handball, volley, rugby, natation, tennis pour différentes classes d'âge, hommes et femmes. Donc si ça vous intéresse et que vous avez des athlètes à évaluer, n'hésitez pas à aller voir ces normes. Et par rapport à ça, je voulais simplement dire aussi que les normes, c'est important de les prendre toujours dans le même contexte, au même moment. Si à un moment, ici, vous faites certaines normes en début de saison et que vous réévaluez, vous faites les mêmes tests au milieu de saison, mais que la personne n'était pas forcément habituée, il y a un effet aussi d'accommodation qui va se faire. Et puis, la charge, le fait de le faire avant, après un entraînement, tout ça, ça va changer. C'est ce qu'on a montré aussi dans cet article-là. Donc, attention à quand vous faites les mesures de manière à pouvoir être le plus reproductible possible.
On parlait de tout ce qui était questionnaire, notamment au niveau fonctionnel. Donc, il y a un paquet de questionnaires qui ont pu être validés dans la littérature et qui peuvent être utilisés pour mesurer les difficultés que votre patient il a dans la vie de tous les jours ou dans son sport. Et puis, on parlait de tout ce qui était impact psychologique, donc avec 2 questionnaires ici donc, qui ont été validés et particulièrement le CIRSI qui, à mon sens, est le plus utilisé pour évaluer un peu la capacité et l'appréhension au retour au sport de votre patient. Alors, je voulais juste finir par une étude en cours donc, qui a pour objectif de déterminer si certains critères de retour au sport peuvent être prédictifs aussi d'un retour à un meilleur niveau de performance et au niveau de performance au moins similaire à celui avant la blessure. Donc, vous voyez ici les différents critères d'inclusion, donc principalement en fait des hommes et des femmes qui font des sports au niveau membre supérieur et qui ont eu une chirurgie d'épaule, donc à la fois Bancart et Latarjet. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré donc à la fois les amplitudes articulaires, la présence ou non d'une dyskinésie plus la caractéristique, la force des rotateurs au niveau isocinétisme. On a réalisé 2 tests fonctionnels, donc un lancer de medicine ball et le Y-balance test. Fatalement, il fallait bien choisir certains. Sinon, c'est sûr que c'est mieux d'individualiser par rapport au sport. Et 2 questionnaires. On a fait tout ça à 6 mois. Et puis, on est à suivi ici sur 12, 18, 24 mois. Alors, malheureusement, je n'ai pas les résultats sur tout le suivi, en tout cas pour toute la cohorte pour le moment, mais j'espère pouvoir les présenter bientôt. Mais je voulais simplement vous montrer quelques résultats qui vont vous montrer aussi l'importance de cette évaluation et qu'un patient n'est pas l'autre. Et je pense que voilà, vous en êtes convaincus, mais on peut avoir des choses très, très différentes et des points tout à fait différents à travailler. Comme discutait justement Antoine tout à l'heure, peut-être chez certains, il faudra travailler la force, peut-être chez certains, il faudra travailler les amplitudes. Et un patient à 6 mois n'est pas un autre patient à 6 mois. Et ça, c'est vraiment un message très, très important. Et donc, les délais, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose. Et quand on regarde un petit peu ici, donc c'est 3 patients que j'ai repris, quand on regarde le traitement qui a été fait, ils ont tous fait des mobilisations passives actives, ils ont tous fait du renforcement musculaire global et ils ont tous fait de l'entraînement type endurance, résistance, etc. Et finalement, est-ce qu'au niveau des évaluations, on va avoir la même chose? Non. On arrive à quelque chose de complètement différent. Et vous voyez donc rien que les amplitudes articulaires ici. Le patient 1, on a des amplitudes en comparaison bilatérale qui sont relativement similaires entre le côté sain et le côté blessé. Par contre, au niveau du patient 2, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez les différents chiffres. Pareil pour le patient 3, mais au niveau d'autres axes. Pour le patient 2, on a un important déficit en flexion qui n'est pas le cas, par exemple, pour le patient 3. Si on regarde maintenant les résultats au niveau isocinétisme, je vous ai mis du vert et du rouge, comme ça c'est plus facile visuellement pour s'y retrouver. Vous voyez donc que les résultats au niveau du patient 1, qui sont relativement bons dans l'ensemble, sont complètement différents du patient 2, où on voit vraiment donc, des déficits plus importants, notamment au niveau des rotateurs internes. Et si je vous montrais encore un autre patient, ce serait peut-être un déficit au niveau des rotateurs externes, d'où l'intérêt finalement de cette évaluation. Et si on regarde les tests fonctionnels maintenant, vous voyez, donc au niveau du Y-balance test, on a des résultats relativement équivalents entre côté sain et côté pathologique. Si on se focalisait juste là-dessus, sur cette évaluation-là, on se dirait au niveau fonctionnel, c'est parfait. Je n'ai pas la possibilité de vous montrer le lancer de medicine ball, mais il y a des différences qui étaient importantes. Et par contre, quand on regarde le CIRSI, on a nettement une grande différence entre le patient 3 qui est ici en jaune et les 2 autres patients. Or, ils sont tous au même délai, ils ont tous fait du renforcement musculaire, ils ont tous fait des amplitudes, voilà. Fatalement, ils n'ont pas eu le même kiné, ils n'ont pas eu exactement la même rééducation, mais d'où l'importance finalement de considérer pas mal de facteurs dans cette évaluation. On parlait de tout ce qui était charge d'entraînement et j'ai bien aimé justement la remarque d'Antoine. On montre de plus en plus un lien entre charge d'entraînement, survenue de blessures, récidive de blessures, mais ce n'est pas toujours finalement
l'importance de la charge en elle-même, c'est la charge à laquelle on n'est pas préparé. Et donc j'ai remis ici cette phrase qui est très importante. It's not the load that breaks an individual, it's the load they are not prepared to. Et pour moi, ça c'est vraiment le message principal. C'est où on est et où on a envie d'aller dans le futur. Et si vous voulez mesurer la charge d'entraînement, il y a différents outils qui ont été validés, comme vous voyez ici donc, au niveau de la DIA. Et aussi des protocoles qui existent que pour amener progressivement à ce retour au sport en respectant une progressivité, en respectant une charge. C'est un protocole ici qui a été décrit notamment au niveau du baseball. On l'a tous abordé tout à l'heure et ça m'a fait plaisir de voir qu'on était sur la même longueur d'onde. L'athlète doit être au centre. On a tous notre background, on a tous notre avis, on a tous notre mot à dire, mais finalement, ce qui est important, c'est d'être centré sur l'athlète et sur ses besoins. Et ça, c'est vraiment un message très important. Et puis de pouvoir prendre de la hauteur, prendre le sportif dans sa globalité. Comme je vous disais, ce n'est pas uniquement de l'amplitude, de la force, de l'évaluation fonctionnelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup d'autres facteurs. Et quand on arrive à avoir peut-être une image plus globale, de prendre justement cette hauteur, peut-être qu'on va pouvoir arriver à mieux préparer le sportif à retrouver sa performance. Au niveau des take-home messages, évaluer est primordial. Et ça, je pense qu'on a tous essayé de le mettre en avant cet après-midi. La décision, ce n'est pas juste l'athlète, ce n'est pas juste le kiné, ce n'est pas juste le médecin, ce n'est pas juste le chirurgien. C'est finalement une approche pluridisciplinaire avec une décision qui est basée sur de multiples facteurs où on doit considérer le sportif dans sa globalité. Le retour à la participation, le retour au sport, le retour à la performance, c'est 3 choses très différentes qui sont toutes importantes, mais qui nécessitent finalement une approche très spécifique. Et il faut toujours préparer l'athlète au pire scénario et aller chercher toujours plus loin que pour qu'au moment où il soit sur le terrain, il soit complètement prêt à toutes les contraintes auxquelles il va faire face. Et donc, si vous voulez plus d'informations par rapport aux aspects psychologiques qu'on vient de publier justement avec Alexandre Hardy et certains collègues, un petit article dans le journal d'Aspetar. Donc, c'est accessible à tous. Et je vous remercie pour votre attention.